Rebonjour, épisode 2 de la 3e saison d'un Café avec ton courtier avec Marc McIntosh. Je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire chez Planiprêt. Ça me fait plaisir de vous accueillir. La semaine dernière, on a parlé des premiers acheteurs. Cette semaine, on change complètement de target audience, d'audience ciblée. On va parler des entrepreneurs qui ont leur propre incorporation, mais d'un produit bien spécial que Marc nous a beaucoup expliqué, puis il est allé quand même dans le détail là-dedans de voir comment ça fonctionnait, quelles étaient les options ou les avenants. Donc, c'est le maladie grave avec propriété partagée ou le MGPP. J'ai travaillé fort pour me souvenir de ce petit acronyme. Écoutez le podcast, ça va être beaucoup... Marc en parle avec beaucoup plus d'éloquence que moi, là, vous allez voir ça. Écoutez ça. Si vous aimez l'épisode, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Allez liker l'épisode, abonnez-vous à notre page. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir une audience qui est grandissante. Je vous remercie, puis je vous souhaite un bon épisode. J'aime tellement ce jingle, là. Il est relaxant. Je pense que ça va devenir genre mon alarme le matin quand je me réveille, ma sonnerie de téléphone, tout. C'est plus agréable. Peut-être juste quand ma mère m'appelle. Ma mère m'appelle. T'as-tu... Là, je pars déraper, OK? Ouais. Ma mère veut pas m'appeler pour pas me déranger, mais elle chiale que je l'appelle pas assez souvent. Ça fait pas de sens, right? Ah non, c'est un paradoxe. On est deux. C'est 2-0 pour nous. Merci. Marc McIntosh, bonjour. Bienvenue à un café avec ton courtier, avec Marc McIntosh. Écoutez, on va pas parler de ma mère, c'est fini. On n'en parlera plus, je vous le jure, pour le restant de l'épisode. Marc, 2e épisode de la 3e saison de Un café avec ton courtier. Ouais. La semaine passée, ou du moins l'épisode numéro 1, on a parlé des premiers acheteurs. Ouais. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une autre situation qui m'arrive souvent puis qui cause des problèmes aux gens. Les travailleurs autonomes qui sont incorporés. Parce qu'évidemment, ces gens-là, une des raisons pourquoi ils sont incorporés, c'est souvent pour payer moins d'impôts. Parce qu'évidemment, leur incorporation va avoir un bon revenu et ils vont se déclarer beaucoup moins. Donc, ils ont plus de revenus que ce qu'ils ont de besoin. Et donc, ils vont seulement sortir de leur incorporation. Tu pourras clarifier mes termes là, tantôt. Ils vont sortir de leur incorporation seulement ce qu'ils ont de besoin pour faire leur paiement. Ce qui fait qu'ils ont des revenus au personnel qui sont beaucoup moins grands, moins imposés, yes sûr, mais en même temps, pour la qualification, moi, je n'utilise pas leurs revenus de leur incorporation, j'utilise leurs revenus d'eux-mêmes en tant que personne morale. C'est une personne pas morale, c'est une personne. Ouais. Et donc, ce qu'ils me disent, la discussion qu'on a souvent avec ces gens-là, c'est qu'ils vont dire « Ouais, mais j'ai pas 1000 façons là, de sortir de l'argent de mon incorporation. J'ai des dividendes, j'ai des revenus, mais il y a des stratégies un peu pour ces gens-là. Là. Puis on s'entend, moi, je veux pas qu'on parle juste de financement hypothécaire. Là, fait que c'est pas nécessairement pour se qualifier, mais qu'est-ce que les entrepreneurs qui ont une incorporation peuvent faire avec l'argent qui dort, d'une certaine façon, dans leur Inc. Ben, les entrepreneurs, ils ont beaucoup de défis au quotidien. Premièrement, ils ont l'enjeu fiscal et ils ont l'enjeu du décès d'un des actionnaires et ils ont l'enjeu de tomber malade. On s'entend, un plombier qui est incorporé, s'il tombe malade, il ne peut plus travailler. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions pour se protéger, premièrement, et avoir de l'efficience fiscale. Donc, la maladie grave à propriété partagée, toutes les Inc., c'est ce qu'ils font et c'est ce qui commence de plus en plus à être fait au Québec parce que c'est un peu méconnu, mais en gros, c'est assez simple comment ça fonctionne. C'est l'entreprise prend un contrat d'assurance maladie grave. Ça s'appelle la propriété partagée parce que c'est avec l'actionnaire ou avec le propriétaire. Donc, ils sont les deux et ils prennent le contrat. On vient protéger la personne. Donc, supposons que moi, j'ai une entreprise, je vais me prendre une assurance maladie grave et je vais mettre des avenants de remboursement de primes. Donc là, ce qui fait que ce qui va arriver, parce que quand on pose des questions aux gens, comment on fait pour sortir l'argent de son entreprise, c'est soit avec des dividendes ou soit avec du salaire. Si on tombe malade, ben on vide les comptes puis on vide tout parce qu'on veut survivre. Hein? Et donc, ça devient du salaire ou des dividendes. Oui, exactement. On ne s'en sauve pas de l'impôt. Mais avec cette stratégie-là, ce qu'on fait, c'est que la compagnie va prendre le contrat, il va payer le contrat d'assurance maladie grave avec de l'argent brut de compagnie et on va mettre un avenant de remboursement de primes au bout de 15 ans. Ça, ce qui est le fun, ce qui est cute, c'est que tu penses que le mot avenant, les gens savent qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. C'est comme une option. Tu peux prendre un pick-up, option banc en cuir. Pick-up, option. Tu sais. Fait que c'est une assurance maladie grave, option de remboursement de primes,
inclus dans la police d'assurance. Donc, l'entreprise va payer la prime d'assurance maladie grave avec de l'argent brut d'entreprise. Si la personne tombe malade, a un cancer par exemple, on va recevoir un chèque, on va dire 500 000. L'entreprise va recevoir un chèque de 500 000 non imposable. Donc là, à ce moment-là, la personne va avoir de l'argent dans son Inc. pour l'aider avec ses traitements de la maladie ou pour se trouver un remplaçant, peu importe. L'idée, c'est de se protéger en cas de maladie grave. Puis au bout de 15 ans, si jamais il n'est jamais tombé malade, elle est là l'avantage. Là, je répète, l'entreprise, elle a payé l'assurance avec de l'argent brut. 15 ans plus tard, on n'est pas tombé malade, on n'a pas de cancer, pas d'ABC, pas rien. On demande le remboursement de tout ce qu'on a payé au personnel net d'impôts. Donc, supposons que l'entreprise elle paye 10 000 par année pour l'assurance. Bien, au bout de 15 ans, ça fait 150 000. On fait un retrait, un rachat de police net d'impôts au personnel. Donc, on a eu une grosse efficience fiscale parce que combien ça coûte d'impôts se sortir 150 000 de son Inc? Énormément. Ça coûte le double probablement. Donc, là, on vient sortir ça de notre Inc à l'abri de l'impôt tout en combinant ça avec une protection en cas de maladie grave. Donc, premièrement, ça veut dire que la protection elle revient gratuite parce que si je te dis ça te coûte 100$ par année, mais si t'es pas malade, je te rembourse au complet. C'est littéralement, vous allez redonner tout. Vous 100%. C'est toi, Marc McIntosh, Ben, tu vas la compagnie tout d'assurance. redonner. Ouais. Moi, Tout ce que j'ai payé, il va tout me revenir. Fait que c'est Ouais. essentiellement, si je suis jamais tombé malade, c'est comme si j'ai placé de l'argent à 0% d'intérêt, on s'entend? Mais quand Ouais. même, j'ai placé de l'argent, puis elle me revient en totalité. Exactement. Ben là, c'est ce que les gens ils disent. Est-ce que je suis mieux de placer l'argent à la place? Ben, c'est sûr et certain que si tu regardes ça sur une longue période de temps, puis tu regardes le résultat final en bout de piste, ben oui, tu vas avoir plus d'argent à l'avoir placé. Mais c'est pour ça que on ne vient pas remplacer le placement, on vient complémentariser. Parce que si à l'année 4, tu as un cancer, ton placement arrive quoi? Ben, tu le vides, tu repars à zéro. Là, on vient protéger un risque et aller sortir de l'argent du Inc. à l'abri de l'impôt. Il y a une notion fiscale. L'avantage, il est fiscal et protection. Donc, on fait danser protection et fiscalité ensemble. Mais ça, un salarié ne peut pas faire ça, par exemple. Il faut vraiment être incorporé, une société, une compagnie, pour pouvoir le faire, pour que ce soit avantageux. Parce que le but, c'est de sortir de l'argent de la compagnie. Parce que dans le fond, c'est comme si là, je simplifie là, de façon dégueulasse. Mais n'hésite pas à dire non, Pierre-Alain, c'est trop simple. Mais dans le fond, c'est comme si la compagnie, la Inc., prend une assurance maladie mais le bénéficiaire, c'est le particulier. C'est un peu ça? Presque. En fait, le contractant et le bénéficiaire, c'est la compagnie. OK. OK? L'assuré, c'est le propriétaire ou l'actionnaire ou l'employé clé. OK? Mais l'avenant de remboursement de prime, l'option remboursement de prime, ça, c'est au personnel, c'est l'actionnaire, c'est l'assuré. Fait que là, lui, ce qu'il se dit, c'est que si jamais je tombe malade, la prestation s'en va à la compagnie. Mais si je tombe pas malade, je reçois un remboursement de 100% de ce que j'ai payé net. Mais ce que j'ai, en voulant dire l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a payé. Donc, on prend l'argent de l'entreprise puis on vient la mettre dans les poches du propriétaire net d'impôt. Il y a par contre une notion d'avantage imposable qui doit être déclarée à chaque année. Mais ça, c'est à voir avec le comptable, le fiscaliste. Mais quand on fait les calculs avec les projections, c'est juste un petit montant. C'est ridicule ce qu'il faut payer en impôt par rapport au gain net qu'on a en bout de ligne. Parce que, veut pas, c'est un avantage imposable là, d'obtenir l'avenant de remboursement de prime. Fait que quand on fait les calculs, il y a des milliers et des milliers de dollars d'économies d'impôts qui sont faites, de un. Et de deux, on a une protection qui revient, au final, gratuite. Il y a un effort de... Il faut payer les primes à chaque mois. Mais c'est comme si je te dirais, tu achètes une maison 100 000 puis tu la revends à 100 000. Tu as profité de vivre dans la maison puis ça t'a rien coûté en bout de ligne. T'sais. Puis pour la Inc., dans le fond, quand tu payes ça, c'est une dépense. Fait que dans le fond, ça... C'est pas une dépense déductible. OK. Elle peut pas déduire, mais elle peut le payer directement avec son brut. Payer avec son brut. Oui, c'est ça. En gros, il n'y a pas de crédit par rapport à ça, mais elle paye directement dans le Inc. Fait que sauf qu'il faut vraiment analyser. Puis il faut qu'on ait une bonne raison aussi. Il faut que l'assureur accepte, dans le sens que si tu arrives puis tu as un chiffre d'affaires de 50 000 par année, puis tu dis je veux une assurance maladie grave de 4 millions, l'assurance va dire ben là, ton chiffre d'affaires, c'est 50 000. Pas sûr que 4 millions, c'est de l'overkill un peu, tu sais. Fait qu'il faut que ton chiffre d'affaires concorde avec ton montant de protection, puis ça peut fonctionner.
Est-ce que il y a des travaux... Parce que ça, c'est peut-être une question pour un fiscaliste dans la salle. Est-ce que ça peut valoir la peine à un travailleur autonome de devenir une Inc. pour pouvoir faire ça? Ça peut-tu valoir la peine? Ou il faut qu'il y ait des revenus suffisants? On s'entend que quelqu'un qui gagnerait 50 000 par année, ça vaut pas... Les frais de la Inc. puis les économies d'impôts sont pas suffisants pour que ça vaille la peine. Mais est-ce que ça pourrait valoir la peine pour quelqu'un qui gagne là, 175 000 là, peut-être, quelque chose comme ça? Ben, c'est sûr que c'est parce qu'il faut qu'il reste des BNR à la fin pour se dire, hey, ça vaut la peine de devenir incorporé. Mais aussitôt que le saut y est fait, aussitôt que ça vaut la peine fiscalement de devenir incorporé, ça devient un ajout. Qui devrait être quasi instantané. D'office. Là. Ah oui, il faut que ça vienne. Parce que c'est sûr qu'on va tomber malade un jour ou l'autre, c'est sûr. Puis c'est une façon de sortir l'argent d'entreprise. Puis si jamais il y a des questions qui reviennent aussi, exemple, ben moi j'ai une entreprise dans tel domaine, ben si dans 10 ans je change d'entreprise ou je change de domaine ou je change la vocation de mon Inc., moi je suis pogné avec ce contrat-là pendant 15 ans. C'est une question qui revient souvent. Ouais, on peut faire un changement de contractant. Fait que si tu penses que tu es une compagnie qui fait des meubles, puis tu deviens une compagnie qui fait des micros, par exemple, ou un autre type de... D'excellents exemples. Je sais pas où est-ce que tu les prends. J'ai beaucoup de créativité, là. De la vue, beaucoup de vues. Fait que tu changes tout simplement de ton entreprise, mais l'assuré reste le même, le bénéficiaire reste le même. Donc, c'est vraiment ça les avantages, je dirais. Ça, on va voir un conseiller en sécurité financière comme toi. Moi, je suis toujours fasciné par tout ce que tu peux faire. Là. Dans ma tête, tu es tout ce qu'il y a d'assurance un dedans. magicien. Ouais. Mais dans le fond, fait qu'on peut vraiment aller te voir puis tu vas pouvoir conseiller là-dessus. Fait que moi, là, si j'ai un entrepreneur qui vient me voir, qui a sa propre Inc., puis que je lui glisse ce mot-là, puis il ne sait pas trop de quoi je parle, ou quelqu'un qui nous écoute là, puis il ne sait pas trop, il dit « Ah, j'ai-tu ça, j'ai-tu pas ça? » On appelle Marc. Oui, ou leur conseiller en place. Non, mais aussi, c'est bon de valider avec le fiscaliste ou avec le comptable d'entreprise. Souvent, moi, j'aime ça. Je dis, garde, montre ça à ton comptable pour que ça vienne de la bouche d'une autre personne, puis qu'ils disent, hey, oui, ça fait du sens, puis oui, fiscalement, c'est avantageux, puis oui, voici le gain. Parce que je veux vraiment que l'entreprise elle voit l'intérêt fiscal de faire ça. Tu sais. Puis l'autre enjeu aussi, c'est qu'il y a une sorte d'engagement, c'est-à-dire que le remboursement de prime se fait au bout de 15 ans. Fait que si au bout de 5 ans, 7 ans, pour X raison, financièrement, ça ne tient plus la route ou il y a une faillite ou quoi que ce soit, bien évidemment, le contrat s'écroule, tout prend fin. Il faut que l'entreprise soit en santé et soit capable d'assumer ces frais-là sur une période de 15 ans minimum. L'entrepreneur qui voudrait prendre sa retraite, là, mettons, il t'appelle, puis il a 55 ans, lui, il dit, moi, 65 ans, ça va être terminé. Je vais arrêter de travailler. Je ne vais pas nécessairement fermer la Inc. Je ne sais pas ce que je vais la vendre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec. C'est un enjeu? C'est quoi les options? Ben là, ça dépend. Il peut avoir une compagnie de gestion. Il peut avoir aussi... Il peut demeurer assuré, mais laisser la compagnie en vie. Puis avoir une relève. Puis demeurer l'assuré qui reçoit le remboursement de prime au net. C'est du cas par cas. Il y a beaucoup de stratégies. Mais c'est important de... Tu sais, 55 ans, ça commence un petit peu âgé pour souscrire à des polices d'assurance. Là. Le prix va être plus gros. Mais en même temps, plus le prix est gros, plus tu sors de l'argent net d'impôt de ton Inc. Fait que c'est pas nécessairement une mauvaise chose non plus parce qu'il y en a qui sont plus jeunes qui vont juste prendre des plus gros montants de protection. Fait que si je résume un petit peu la stratégie, qu'est-ce que c'est la maladie grave en propriété de partagée? Il faut être une compagnie, donc un Inc. pour pouvoir y avoir accès. C'est la compagnie qui souscrit au contrat, c'est la compagnie qui paye les primes d'assurance. Puis après ça, le remboursement se fait au personnel net d'impôt. Ça, c'est l'avantage numéro 1. Donc, si on met 150 000 pendant 15 ans là-dedans. Après ça, on le retire net d'impôt au personnel. Puis, on a une protection, exemple de 500 000, 1 million de maladie grave, en plus, qui est inclus là-dedans. Fait que c'est un peu ça l'avantage. Puis, dans le fond, si jamais je suis malade, mais 6 mois. Ah non, c'est une maladie grave. Ça va être une grosse maladie. Mais mettons que j'ai le cancer, puis c'est une maladie grave, le cancer, on s'entend? Ouais. J'ai besoin de ces primes-là. J'ai reçu l'argent de toute façon, right? Ben, si tu es malade, le contrat prend fin. Tu n'as plus besoin de payer. Tu perds l'avantage des avenants de remboursement de primes, mais tu reçois la prestation nette d'impôt aussi. Okay. Dans le Inc. Mais le montant va être tellement exponentiel qu'après ça, ne sera pas grave que tu te sortes ça sous forme de dividende ou sous forme de salaire. Mais ça va être dans ton Inc. Puis là, tu vas pouvoir gérer ça pour maintenir la compagnie en vie. Puis mon exemple préféré, si je meurs. Moi, je tue tout le monde. C'est un autre bel exemple. Dans les hypothèses, moi, je tue tout le monde. Fait que si l'entrepreneur décède après 5 ans, qu'est-ce qui arrive? Il y a un remboursement de primes aussi au décès. Donc, tu as l'assurance maladie grave, tu as l'avenant de remboursement de primes après 15 ans, net au personnel de l'individu, et tu as le remboursement des primes net aussi à l'actionnaire, à la compagnie. Donc, ça veut dire que si la personne en meurt, tout ce qu'il a payé retourne
dans l'entreprise. Fait que remboursement des primes à 15 ans ou jusqu'à ce que mort s'en suive. Ouais. Avant, en autant que ce soit avant. Donc, si Exactement. après, non, Le si but, c'est avant. qu'on met des avenants de remboursement dans tous les scénarios pour être sûr que l'argent revienne toujours et que ce ne soit pas juste une dépense pure. Tu sais, c'est contrairement, exemple, une assurance auto, à la fin de l'année, si tu n'as pas eu d'accident, Donc, tu la revois plus ton argent. C'est comme si je te dirais à Noël, hey, PA, tu n'as pas eu d'accident cette année avec ton auto, parfait. Je te rembourse ça au personnel. Tu l'as payé avec ton Inc., mais je te rembourse au personnel net d'impôt. Puis si jamais tu aurais eu un accident pendant ton année, tu aurais été couvert. Ouais. Fait que tu as le meilleur des deux mondes. Tu as l'avantage fiscal, puis tu as la protection de maladies graves aussi. Malheureusement, j'ai toujours des accidents. J'espère que mon assureur dommage écoute pas ça. Écoute, Marc, moi, je trouve ça super intéressant. On a appris le mot avenant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Fait que c'est bon, déjà un bon apprentissage. Mais c'est super intéressant. Comment tu as appelé ça? Maladie grave à Maladie propriété partagée. Propriété partagée. MGPP. MGPP. Ouais. OK, cool, merci. Sinon, pour un entrepreneur qui a une Inc., je pense que c'est peut-être important, je vais parler du financement hypothécaire. On ne les traite pas comme les travailleurs autonomes. Fait que je pense que des fois, ça peut être pertinent de le savoir parce qu'un travailleur autonome, on s'entend, ça va être bien des documents, mais souvent, quelqu'un qui a sa propre Inc., il se fait des T4. Donc, ces T4 peuvent être utilisés. Souvent, on va demander les états financiers de la compagnie pour s'assurer que c'est cool, tu as des T4, puis on va utiliser peut-être TT1 aussi pour voir combien tu t'es déposé d'argent dans les dernières années et de quelle façon. Donc, est-ce que c'était en salaire, est-ce que c'était en dividende? Mais, puis on va demander les états financiers, mais souvent, les prêteurs ne vont même pas les regarder en autant que les revenus sont raisonnables. C'est si une année, c'est versé 600 000, puis l'autre année, 30 000, on va probablement demander les états financiers pour s'assurer qu'il ne vient pas de vider tous ces bénéfices non répartis. Mais essentiellement, c'est ça. Fait que c'est vraiment pas impossible là, pour ces gens-là de pouvoir acheter une propriété. C'est même plus simple que pour un travailleur autonome, souvent. Là. Quand tu es un incorporé. Oui, exact. Parce que tu as un salaire. Ça a beaucoup d'avantages d'être incorporé. Exact. Ça a beaucoup d'avantages pour ceux pour qui ça a des avantages. Oui, c'est ça. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Quelqu'un qui te demanderait, est-ce que je suis travailleur autonome, est-ce que je devrais devenir Inc? C'est quoi ta réponse? Ça dépend. Et ça dépend de quoi ou ça dépend de qui? Moi je l'envoie à son comptable. Ben, oui, le comptable ou le fiscaliste, mais si jamais il y a toujours de l'argent qui reste à la fin de l'année, de l'argent, il a payé ses coûts d'opération, il a payé ce qu'il a besoin pour vivre, là, son salaire et tout ça, puis il a payé toutes ses dépenses. Puis là, après ça, ben, il reste, on s'entend pas 50$, mais mettons qu'il reste plusieurs milliers de dollars et qu'à chaque année, il reste plusieurs milliers de dollars et que ça s'accumule, ça pourrait être envisageable là, d'avoir un Inc. OK. Merci, Marc. On a traité la semaine passée des premiers acheteurs. On vient de traiter des entrepreneurs ou des entrepreneurs qui ont une Inc., du moins. Ouais. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on a dans notre sac pour les prochains épisodes. J'ai bien hâte de voir ça. En attendant, je trouve que ça plate que tu n'aies pas parlé de mes souliers. Aucun commentaire. Moi, je me suis habillé. Je voyais pas qu'on était en dessous de la table. Ah, c'est ça. Je me suis habillé. J'étais tout trop relax aujourd'hui. Fait que tu as décidé, non, je parle pas de ta tenue vestimentaire. Marc, c'était le confort. C'était le confort. On était confortable. Je te remercie, Marc. On se revoit dans un 3e épisode la semaine prochaine. Yeah.